Manuel Valls, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être venu nous voir. Vous êtes Premier ministre depuis 1 an. Vous commencez votre 2e année. Question directe pour commencer. Êtes-vous responsable de la défaite de la gauche au départemental dimanche? Chacun a sa part de responsabilité. Et j'assume forcément la mienne, même si je me suis beaucoup dépensé pendant cette campagne. J'ai bien sûr d'abord assumé mes responsabilités de chef du gouvernement, mais j'ai considéré qu'il fallait faire campagne, d'abord pour défendre les compétences des départements, qui ont un rôle essentiel dans la vie quotidienne des Français, pour défendre les majorités, les exécutifs de gauche, et puis aussi parce que je ne voulais pas que le Front National soit la première formation politique de ce pays. Et moi j'aime les campagnes électorales parce que c'est l'occasion d'aller devant les Français, d'essayer de les convaincre, de défendre. Vous êtes responsable, le principal responsable de cette défaite? Non, parce que vous êtes la cible, vous avez vu. Vous avez entendu la cible de Marine Le Pen, de Nicolas Sarkozy et d'une bonne partie de la gauche. Et c'est une responsabilité collective Valls, en ce qui concerne la gauche, qui repose d'abord pas seulement, nous allons y revenir, sur la division. La gauche était tellement divisée, tellement dispersée au premier tour, qu'elle ne pouvait pas ensuite au second tour créer une dynamique suffisamment forte. Nous avons gardé, ce qui par rapport à un certain nombre de pronostics est déjà assez exceptionnel, plus de 30 départements, mais je suis convaincu que si nous avions été unis dès le premier tour, nous aurions pu garder beaucoup plus de départements, ce qui n'aurait été que justice pour ceux qui ont animé ces conseils généraux. Mais disons clairement les choses, s'il y a eu un net recul, c'est parce qu'il y a eu beaucoup d'abstention et beaucoup d'abstentionnistes de gauche, beaucoup de Français qui disent il n'y a pas le compte, il n'y a pas les résultats. Mais qui ne sont pas satisfaits, qui attendent autre chose de votre politique. Non, qui attendent des résultats. Des résultats, des résultats en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat. Et puis, il y a je l'ai entendu tout au long de cette campagne, et puis honnêtement j'ai pas besoin d'être en campagne pour l'entendre, je le vois dans la ville dont je suis l'élu, à Évry, il y a de l'indignation, il y a de la colère face aux inégalités, face à un certain nombre d'effets divers. Je pense à ce qui s'est passé dans cette école à Villefontaine avec ce professeur pédophile, mais il y a des injustices profondes dans notre société. Et donc, face à ces injustices, face à ces inégalités et face à l'absence, malgré une amélioration de la situation économique, mais que, honnêtement, les Français ne perçoivent pas, eh bien, il faut redoubler d'efforts pour l'emploi, pour la compétitivité des entreprises, et en écoutant, bien sûr, les Français. Je vais y venir. Est-ce que vous avez songé à démissionner? Non. À un moment donné ou pas? Non. À aucun moment vous avez été conforté par le président de la République. Mais, oui. On rajouterait une crise politique en plus cette situation. C'est d'ailleurs, honnêtement, Jean-Jacques Bourdin, ça n'est pas ce que les Français attendent et me demandent. Ils me demandent de rester au poste, de les écouter et de continuer l'action pour l'emploi et pour redresser le pays. On va voir les réformes que vous avez engagées. Tant que j'ai la confiance du président de la République et de la majorité, tant que j'ai le sentiment que le lien avec les Français est là, mais ce n'est pas un problème personnel. C'est une œuvre collective. Oui, mais dites-moi. Et nous continuerons à agir parce que j'anime un gouvernement. Oui, mais dites-moi, Manuel Valls, n'est-ce pas se moquer des électeurs que d'annoncer avant un vote qu'on ne changera ni de politique ni de Premier ministre? Mais franchement. Mais ces élections départementales ne remettaient pas en cause le gouvernement. Les choix du gouvernement. Ne remettaient pas les choix du Premier ministre. Ne remettaient pas en cause le gouvernement. Nous sommes en train, parce qu'une politique économique... Ce sont nos choix qui ont été sanctionnés, non? Une politique économique, elle ne peut pas zigzaguer en permanence. Nous sommes en train d'obtenir des résultats. Je l'ai dit dimanche soir et je le redis aujourd'hui. Pour beaucoup de Français, cette amélioration objective de la situation économique, ils ne la voient pas. Pour celui qui est au chômage, pour celui qui a peur pour son emploi, pour celui qui a peur pour son gosse, pour l'emploi de son enfant, pour celui qui est aux minima sociaux, pour celle ou celui qui a une petite retraite de 600 ou 700 euros, il ne voit pas cette amélioration. Et pourtant, nous sommes en train de renouer avec la croissance, le moral des ménages et le moral des entreprises vont mieux. Pourquoi? C'est expliqué il y a un instant sur votre antenne. D'abord parce qu'il y a un contexte économique qui s'améliore grâce au niveau du prix du pétrole, ce qui représente plus de 10 milliards de pouvoir d'achat pour les entreprises et pour les ménages, parce qu'il y a eu la baisse de l'euro que j'avais demandé il y a 1 an, et la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne est bonne et permet notamment à nos entreprises, je pense à Airbus, mais je pense aussi au secteur de l'agroalimentaire, je pense au secteur du luxe, d'obtenir un certain nombre de résultats. Puis à la baisse des taux d'intérêt,
Et c'est bon pour les entreprises comme pour les particuliers pour emprunter. Et puis, progressivement, il y a aussi les résultats de la baisse du coût du travail que le président de la République avait annoncé en janvier 2014, qu'on appelle le pacte de responsabilité, avec le CICE et zéro charge pour le SMIC. Donc progressivement, les marges des entreprises sont en train de s'améliorer, et si les marges des entreprises s'améliorent, elles vont pouvoir embaucher. Si j'ai bien compris, vous êtes en train d'installer une politique, vous êtes en cours d'installation d'une politique, vous avez commencé vos réformes, vous allez poursuivre vos réformes, que les choses soient claires. Bien sûr, nous allons les poursuivre, nous allons les revenir et les approfondir. Et les approfondir. Et puis il y a eu d'autres messages qui sont passés. Et celui-ci, nous l'avions déjà entendu. Qu'ont dit beaucoup de Français, mais que les impôts étaient beaucoup trop lourds, beaucoup trop élevés. Ils ont augmenté, je veux le rappeler, de 30 milliards avant 2012 et de 30 milliards, même si ce n'était pas toujours les mêmes, après 2012. Et nous avons décidé, c'est mon gouvernement, de baisser les impôts en 2014 pour 4 millions de ménages, notamment couche moyenne et classe populaire, et en septembre prochain, 9 millions de ces Français, couche moyenne et classe populaire, sont concernés. Mais les Français, notamment ces 9 millions dont je viens de parler, tant qu'ils n'ont pas vu cette baisse d'impôts, ils n'y croient pas. Et ils ont encore... les remarques, mais bien sûr, nombreuses. Ils ont encore en tête, pour beaucoup, je pense, à ces retraités qui ne payaient pas d'impôts, et qui sont rentrés dans l'impôt sur le revenu, dans la CSG, qui ne verront aucune revalorisation de leur retraite. Mais qui verront, en tout cas, ces impôts baisser. Mais je ne leur demande pas de me croire. Ce qu'ils attendent, c'est la feuille d'impôt. Dans tous les cas, leur pouvoir d'achat ne va pas progresser. Ça a été un message. Le pouvoir d'achat global, mais ce sont des statistiques, progresse, vous le savez, parce qu'il y a une baisse. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut examiner. Nous avons toujours préservé les petites retraites, mais elles sont très faibles. J'ai rencontré une retraitée qui m'a dit, tenez, prenez les 40 € là que j'ai eu en plus, parce que ça ne me suffit pas pour vivre. Donc, je suis conscient de cette situation, mais moi je veux être dans la vérité. Jamais dans la démagogie. Jamais promettre ce qu'on ne peut pas. Vous avez vu toutes les tenir. attaques, Donc, Valls, la fureur, l'autoritarisme, enfin, etc., dont vous êtes la cible. Mais ça n'est pas un problème personnel. Ce qui est important, c'est que le cap économique soit poursuivi, on va parler du cap économique, approfondi, parce que évidemment la priorité des priorités, c'est à la fois l'investissement des entreprises, l'investissement privé, et c'est le travail. Ce sont ça les deux grandes priorités, pour un seul objectif, l'emploi, parce que c'est ça qui fonde le résultat aussi d'une politique économique. Lui, président, François Hollande, 3 ans, presque 3 ans de présidence. L'échec est considérable. Le chômage qui a augmenté, les jeunes qui votent de moins en moins. Enfin, je ne vais pas l'énumérer. Vous êtes associé à cet échec, Manuel Valls, jusqu'à maintenant. Il y a eu échec, vous êtes bien d'accord? Échec de la première partie. Jean-Jacques Bourdin. Oui. Le quinquennat de François Hollande, l'action qui est la nôtre, il reste encore 2 ans. seront jugés. Il reste 2 ans. C'est une situation extrêmement difficile. Notre pays a traversé une crise économique majeure depuis des années. Et la tâche du président depuis 2008. La tâche du président de la République, celle de Jean-Marc Ayrault comme la mienne, c'était d'abord, il faut continuer. Alors, vous allez continuer. De redresser les comptes Je vais entrer dans le détail. Parce que beaucoup de Français considèrent que la dépense publique est trop élevée. Et c'est de redresser notre industrie, notre agriculture, c'est de soutenir nos entreprises. C'est un choix qui a été fait, qui a été majeur, qui a été annoncé en janvier 2014 par le président de la République, mais qui faisait déjà suite à ce qu'on a appelé le rapport Gallois. Avec qui? Pourquoi? Parce que pendant 10 ans, et je n'accuse personne, c'est pas le sujet, pendant 10 ans, notre économie a perdu de sa compétitivité. Nos entreprises ont perdu de leur compétitivité, notamment dans le différentiel avec d'autres pays, et plus particulièrement l'Allemagne. Donc, tout est fait pour retrouver de la compétitivité. Et nous allons examiner dans les semaines qui viennent, avec la majorité, mais aussi avec les partenaires sociaux, comment nous pouvons être encore davantage efficaces, alors que nous obtenons des résultats, pour soutenir la croissance. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une croissance d'un peu plus de 1%. J'espère qu'à la fin de l'année, nous serons sur un rythme autour de 1,5%. Ce sont des chiffres, mais pour que les Français me comprennent bien, c'est le niveau qui permet de faire baisser le chômage. Et moi, c'est mon seul objectif. Et notamment, nous devons le faire en soutenant les PME, les PMI, les start-up, celles qui innovent, notamment dans le numérique. Je vais vous en parler. C'est là, et on en a souvent parlé ici, c'est là où on crée l'emploi. Alors, Manuel Valls,
mettre de côté pour un temps la question politique, parce que pour conduire une politique, il faut avoir une majorité. Pour faire passer des textes, il faut avoir une majorité. Pour l'instant, vous ne l'avez pas. Non, je l'ai. Vous l'avez. Enfin bon, compte tenu quand on entend ce qu'on entend depuis dimanche, pardonnez-moi, mais vous ne l'avez pas. Où est-elle? Nous avons une majorité, mais nous avons une majorité à l'Assemblée nationale. Un mot sur ces questions politiques, je ne suis pas sûr qu'elle passionne les auditeurs. C'est pour ça. Mais parlons-en un petit peu. Mais c'est important que toute la gauche se retrouve. Parce que la division mène à la défaite. La division, elle fait gagner qui? Elle ne fait pas gagner la gauche de la gauche. La seule formation politique qui s'en sort à peu près à ces élections en termes de cantons gagnés et de départements conservés, à gauche, sans gloire, hein, c'est le Parti socialiste. Ni les Verts, ni les communistes s'en sortent. Mais on a une gauche autour donc de 35%. Donc les responsables, ce sont ceux qui ont divisé. Je ne dis pas ça. Je dis que la division, je n'accuse personne. Vous savez, moi je veux rassembler. Et je voudrais aussi qu'à droite, au lieu de sombrer dans la démagogie, on se dise que dans ces moments difficiles pour le pays, j'ouvre une parenthèse, la menace terroriste, elle est toujours présente. Face aussi à un Front National aussi haut qui charrie aussi de la haine et de la division, le rassemblement et l'unité autour des valeurs de la République et du redressement économique du pays sont indispensables. La gauche doit se rassembler. Hier, enfin, grâce à l'initiative de Jean-Christophe Cambadélis, socialistes et verts se parlent de nouveau, ont mis en place des groupes de travail pour élargir cette majorité. Remaniement, il va y avoir un remaniement? Mais s'il y a un remaniement ou une ouverture vous le souhaitez du gouvernement, mais je l'ai toujours souhaité, je souhaitais moi que les Verts restent au gouvernement. Pourquoi? Parce que unis nous sommes plus forts, et surtout, et je leur dis à eux, mais surtout aux Français, depuis un an, nous avons fait voter 2 lois essentielles pour l'écologie, la transition énergétique portée par Ségolène Royal et la loi biodiversité toujours portée par Ségolène Royal, qui montre que la France s'engage dans cette transition énergétique. Et cette année, c'est essentiel, puisqu'il y a le rendez-vous climat à Paris à la fin de l'année, puisque c'est au fond, pour dire les choses sans emphase, l'humanité qui est en cause. Donc la place des écologistes, ceux qui veulent gouverner... Donc remaniement, on est bien d'accord, dans les semaines, les jours qui viennent? Non, je ne fais pas d'annonce. En plus, nous devons discuter évidemment avec le président de la République. Mais vous êtes favorable? On ne rentre pas au gouvernement comme ça. Non, mais d'accord. On ne peut le faire que s'il y a, et je reprends ce mot, un pacte entre les socialistes et vous souhaitez, les écologistes. vous demandez ce pacte. Mais vous voulez ce pacte. Je souhaitais il y a un an qu'il reste au gouvernement. Et s'il considère que c'est possible de gouverner sur à la fois la ligne économique qui est la nôtre, alors on va en parler. Les réformes en matière de transition énergétique que nous sommes en train de mener, la lutte contre les inégalités, parce que tout ce que j'ai annoncé il y a quelques semaines pour la politique de la ville, pour la citoyenneté, pour l'égalité dans les quartiers, tout ce qui est annoncé par la ministre de l'Éducation pour reconstruire l'école de la République, où malheureusement se fondent les inégalités de notre pays. Tout ce que j'ai annoncé pour la ruralité, maisons de services publics, maisons de santé, haut débit, pour qu'il n'y ait plus de zones blanches en 2016, parce que ce message de nos campagnes, cette ruralité qui souffre, ça n'a pas commencé il y a un an. Il n'y a pas 3 ans avec l'élection de François Hollande, depuis des années. Donc tous ces chantiers, ils doivent être mis en œuvre, parce que c'est cela concrètement que les Français attendent. Et donc pour cela, il faut que la gauche se rassemble. Il faut rassembler. Mais alors vous allez m'expliquer comment vous arriverez à rassembler en défendant une politique que ceux que vous voulez rassembler rejettent. Alors là, expliquez-moi. Mais expliquez-moi parce que personne ne peut comprendre. Je vais rencontrer, vous comprenez parfaitement, je vais rencontrer encore en fin de matinée, comme je le fais presque tous les mardis, l'ensemble des députés socialistes. Et moi je suis convaincu qu'à la fois, ils rappelleront les messages qu'ils ont entendus, ceux qui ont été élus comme ceux qui ont été battus, les messages que nous venons d'évoquer, les impôts, les petites retraites, l'absence de résultats encore en matière d'emploi, mais ils diront tous, ça j'en suis convaincu, l'immense majorité en tout cas, il faut continuer, même si sur tel ou tel aspect, il faut approfondir. Pour obtenir des résultats, vous n'avez qu'une direction, on continue la politique que nous avons engagée. Là, c'est clair. Mais que fait-on d'autre sinon Regardons. Est-ce qu'il y a une politique alternative? Est-ce qu'il y a une autre politique de gauche possible? Il y a toujours par ailleurs des politiques alternatives. Oui, mais de gauche, attendez, il y en a une? Il y en a une, c'est celle de l'extrême droite, qui est de sortir de l'Union européenne, qui est de sortir de l'euro, qui est de sortir de la politique agricole commune, ce qui ruinerait le pays, les entreprises, les salariés et les épargnants. Il y a une autre politique, je ne la connais pas bien encore, c'est celle que propose l'UMP, qui consiste
consiste à faire des économies supplémentaires autour de 120, 150 milliards. Et là, il faut engager le débat. Vous voulez quoi? Moins de policiers, moins de gendarmes, moins de militaires, moins d'infirmiers, moins de services publics. Et il y a une politique qui est la nôtre. Elle peut être discutée. Mais il y a aussi la politique de gauche. Oui, mais si c'est que de la gauche de la gauche, celle de Jean-Luc Mélenchon, celle du Parti communiste, celle des frondeurs. Si ça n'est que de la dépense publique en plus, nous n'y arriverons pas. Une politique, je crois que tout le monde est d'accord sur le fait que nous devons améliorer la compétitivité économique de notre pays pour créer de l'emploi, puisque c'est ça la priorité. Et nous devons approfondir un certain nombre d'aspects. Je pense notamment à la question de l'investissement privé et de l'investissement public. Et là, nous pouvons nous retrouver. Comment inciter les entreprises à investir? Et puis, il y a aussi des éléments de justice sociale. Cette semaine s'engage le débat sur la loi santé, avec la généralisation du tiers payant. Dans quelques semaines... Vous maintenez le tiers payant, vous ne touchez pas à ça, Mais il va y avoir un débat à l'Assemblée nationale avec Marisol Touraine, et nous rencontrerons, elle et moi, je m'y suis engagé après le vote en première lecture à l'Assemblée nationale, de nouveau ce que j'ai fait à l'hôtel Matignon il y a quelques semaines, l'ensemble des professionnels, pour à chaque fois examiner les conditions techniques de mise en œuvre du tiers payant. Et je veux le faire dans le dialogue. Et par ailleurs, nous préparons une grande conférence sur la santé, sur le métier de médecin qui a beaucoup évolué, sur les études aussi, sur l'installation des jeunes médecins. Sur la revalorisation de l'acte. Cette question, elle viendra, c'est prévu en 2016 de toute façon. Donc sur l'avenir de la médecine et les évolutions de la santé, avec le fait qu'on vit aujourd'hui beaucoup plus longtemps, ces questions seront au centre. Et puis il y aura aussi la fusion entre le RSA, activité, et la prime pour l'emploi, autour d'une prime d'activité, avec un seul objectif, c'est ce que présentera François Rebsamen, avec un seul objectif, faciliter le retour à l'emploi, notamment des travailleurs pauvres. Donc vous voyez, il y a à la fois une politique économique qu'il faut approfondir pour qu'elle gagne plus en efficacité au moment où la croissance revient, et aussi cette justice sociale qui est indispensable. Vous dites investissement, comment inciter les entreprises à investir? Quelles incitations possibles? D'abord, nous avons fait déjà beaucoup. Et c'est pour ça qu'elles sont en train de reconstituer leur marge, grâce au crédit impôt, compétitivité, emploi. Peut-être les grandes entreprises. Oui. Mais pas les TPE et les PME. Les TPE, on va y venir. Elles sont encore trop surchargées. Surchargé. De paperasse. Quand vous rencontrez un chef d'entreprise qui a une dizaine de salariés, un RSI qui ne fonctionne pas très bien. Je l'ai fait Manuel Valls. Oui, et donc c'est pour ça que nous avons une mission parlementaire, que le RSI qui a été réformé il y a quelques années est un désastre, ça ne marche pas. Donc il y a un parlementaire du Gard, Fabrice Verdier, qui va nous faire un certain nombre de propositions, parce que là, il faut... Est-ce qu'on pourrait supprimer le RSI et rattacher ce régime au régime général? C'est une des possibilités, en tout cas. Vous êtes favorable? Je suis favorable à une réforme, et est-ce qu'on trouve pour ces indépendants la bonne solution? Parce que ces indépendants qui ont déjà bénéficié d'1 milliard de soutien... Qui grondent partout dans nos campagnes. Mais je comprends, et on les a beaucoup entendus, et je les entends. Mais là aussi, un dossier qui n'avait jamais été traité, et que nous sommes en train, je l'espère, de régler, grâce à un certain nombre de propositions qui nous seront faites. Mais je rencontrais encore l'autre jour en Ardèche, au Teil, un chef d'entreprise qui est dans le retraitement, et qui me disait qu'il y avait encore trop de paperasse, avec toutes les simplifications qui ont été menées. Donc, tout faire pour faciliter l'embauche au niveau des PME, PMI. Je ne peux pas vous faire, Jean-Jacques Bourdin, une annonce précise parce que nous sommes en train d'y travailler. Deuxièmement, parce que nous aurons rendez-vous avec les partenaires sociaux. Et je l'avais déjà annoncé il y a quelques semaines, au mois de juin, je réunis une conférence avec l'ensemble des partenaires sociaux pour notamment traiter de la question du marché du travail. Du marché du travail. Et de la réforme du marché du travail. Est-ce que vous allez réformer le marché du travail? Attention aux grands mots. Oui, mais aux grands mots. Le mot réforme, c'est un joli mot, non? Ça dépend s'il est bien compris par les Français, parce que les Français sont à la fois favorables aux réformes, mais parfois ils ont le sentiment que ce mot veut leur dire qu'on va leur enlever quelque chose de leur poche. Non, la réforme pour permettre aux PME, PMI, aux start-up d'embaucher plus rapidement, oui, mais sans mettre en cause. C'est-à-dire? C'est de cela dont on va discuter. Alors, c'est-à-dire permettre aux TPE, aux PME de ne pas avoir peur de l'embauche. Le problème, c'est la peur de l'embauche, Manuel Valls. Elles le disent. Elles le disent. Exactement. Ben, bien sûr. Quand je discute avec les chefs d'entreprise, c'est exactement ce mot qu'ils utilisent. La peur de l'embauche. Donc, il faut lever le frein de cette peur. Il ne faut pas le faire au détriment de nos droits sociaux. C'est-à-dire créer un contrat de travail... à terme, si je puis dire, Est-ce que c'est un contrat temporaire. de travail? Est-ce que c'est un contrat de travail spécifique?
la remise en cause du CDI n'est pas dans les projets du gouvernement. Et ce n'est pas parce que le MEDES fait un certain nombre de propositions que nous allons les prendre. Je veux en discuter avec tous les partenaires sociaux. Des objectifs sont fixés. Je veux en discuter pendant avec un temps donné. Et si l'objectif est rempli, très bien. Si l'objectif n'est pas atteignable, on se sépare plus facilement. Je vais vous inviter donc à cette conférence thématique. Elle est préparée. Rendez-vous au mois de juin. Le gouvernement, dans les jours qui viennent, aura l'occasion de faire un certain nombre de propositions, mais sans démagogie, sans se précipiter, en demandant à chacun aussi de prendre ses responsabilités, parce que quand on met sur la table 40 milliards d'euros pour soutenir les entreprises, et que je constate que les accords par branche n'avancent pas encore suffisamment, je demande aussi au patronat, d'une manière générale, cette fois-ci, d'être au rendez-vous de l'emploi. Il y a une amélioration. Il y a une amélioration de la situation économique. Un peu plus de flexibilité, à condition que le patronat joue son rôle. On est bien d'accord. Flexibilité et sécurité pour les salariés. On ne jette pas les salariés à la rue. Flexi-sécurité. De la souplesse et de la sécurité. Je pense que tous les partenaires sociaux peuvent se retrouver là-dessus, mais il faut y travailler concrètement. Est-ce que vous prendrez en compte l'évolution de l'activité économique de l'entreprise dans la mise en place de ce nouveau contrat? Mais il faut prendre en compte. Moi, je souhaite aussi qu'on prenne davantage en compte ce qu'on fait du CICE et de la baisse du coût c'est donnant-donnant du travail. C'est donnant-donnant. C'est donnant-donnant. Vous dites aux entreprises, c'est donnant-donnant. Chacun doit jouer son rôle. Vous faites un effort sur le CICE et nous ferons un effort sur le marché du travail, sur la flexibilité. Si nous travaillons ensemble, tous avec les partenaires sociaux, parce que je veux privilégier le dialogue social, je veux respecter les partenaires sociaux, nous avancerons ensemble pour l'intérêt général et pour l'emploi. Et puis aussi, parce que vous devez remettre à Bruxelles, courant avril, un programme de réforme forte. Mais Manuel Valls. Jean-Jacques Bourdin, j'ai présenté ces réformes il y a encore quelques jours devant ce qu'on appelle le collège des commissaires présidé par Jean-Claude Juncker. Et donc j'ai dit que la France respecterait ses engagements, notamment sur la baisse des déficits. Mais j'ai mis une condition. Et sur cette condition, je serai intransigeant. Il faut baisser la dépense publique. Et en même temps, nous avons des priorités. La sécurité. 1 milliard de plus cette année pour nos services de renseignement et pour la pénitentiaire. Nos armées. Le président de la République a décidé qu'on baisserait moins le nombre de militaires qui devaient partir. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 7 à 10 000 soldats dans nos rues pour protéger synagogues, mosquées, institutions, écoles confessionnelles. Pourquoi? Parce que la France, Jean-Claude Juncker a dit qu'il y avait nécessité d'une armée européenne. Je lui dis oui, mais pour le moment, l'armée européenne en Afrique, c'est la France qui agit pour la France, pour l'Europe et pour nos valeurs contre le terrorisme. Donc il y a des dépenses nouvelles qu'il va falloir intégrer dans nos perspectives budgétaires pour notre sécurité, pour la sécurité des Français. Donc j'ai dit à la Commission, oui, pour tenir nos engagements, mais rien qui mette en cause la croissance. Si on nous obligeait à baisser le déficit et en même temps à mettre en cause la croissance, ça serait non. Et là, il faut que l'Europe le comprenne, elle a un rôle essentiel d'accompagner la croissance. La BCE le fait, avec la baisse de l'euro, et il y a le plan Juncker, 315 milliards d'investissements pour l'avenir, pour le numérique, pour nos quartiers, pour l'école, pour l'éducation, pour l'environnement. Là, il faut aussi que ça se mette en place rapidement. J'ai 4 questions, encore. 4 questions avec des réponses courtes, si vous pouvez. Maury Global, vous allez laisser 2150 personnes salariées sur le carreau. J'étais évidemment touché, mais par les témoignages sur votre antenne ce matin. Il y a un travail très difficile qui est fait avec ce fonds Arcole, et puis les cabinets d'Emmanuel Macron, de François Rebsamen, d'Alain Vidalis, le secrétaire d'État au transport, ont reçu déjà les représentants des salariés. Nous sommes en train de travailler aussi sur des plans de reconversion des sites, et surtout pour trouver des possibilités d'embauche dans le secteur, par exemple, des cars ou dans d'autres entreprises, pour les salariés, parce que cette entreprise est aujourd'hui, vous le savez, en très grande difficulté. Ce que je veux dire uniquement, c'est qu'on s'en préoccupe déjà depuis plusieurs semaines. L'État a déjà mis sur cette boîte 17 millions d'euros. On voit bien qu'on est au bout de quelque chose, mais il faut trouver une solution pour chacun des salariés et au niveau de rémunération auquel ils sont, parce que c'est aussi ça qu'ils demandent. En tout cas, il faut leur donner un espoir. Les cabinets des ministres qui suivent ces questions-là sont à la disposition des syndicats et des salariés, et nous essayons de trouver une solution. C'est difficile dans ce secteur, il faut se battre. À chaque instant, il y a des secteurs qui vont beaucoup mieux, il y en a d'autres qui sont en difficulté. En tout cas, je suis pleinement conscient de cette
de ce drame que vivent ces salariés. Et l'Airbus A320, il y a une semaine, la catastrophe dans les Alpes de Haute-Provence. La seconde boîte noire n'a pas été retrouvée. Elle ne sera pas retrouvée. Je n'en sais rien. Et les enquêteurs sont en train de travailler. Moi, je veux saluer, tous ces militaires, ces gendarmes, ces sapeurs-pompiers, les services de santé, les bénévoles, les élus des villages des Alpes qui ont fait preuve d'une solidarité et d'un engagement. Mais l'enquête avance. Vous n'avez plus de doute sur la responsabilité? Je m'en tiens évidemment à ce qu'a dit le procureur, mais je crois qu'il n'y a guère de doute, malheureusement. Pas de doute. Sur ce Deux choses drame. pour terminer. Un an, votre plus grande fierté? Vous savez, en un an. Vous fêtez cet anniversaire, pas moi. Je fête rien. Non, mais oui. Oui. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir tenu le choc avec le président de la République et le ministre de l'Intérieur et la garde des Sceaux face à l'attaque terroriste. Et ma plus grande fierté, c'est d'avoir vu le peuple français digne et silencieux manifester autour des valeurs de la République. Et je voudrais au fond qu'on se rassemble davantage autour de ces belles valeurs de la République. Je trouve que le pays est trop divisé, trop fracturé, qu'il y a des maux, des attaques, on l'a vu pendant cette campagne, qui ne sont pas au niveau, qui créent une ambiance dont le pays n'a pas besoin. Et je pense qu'on a besoin, c'est difficile dans cette situation économique que nous décrivions. Nous avons besoin d'apaisement, de rassemblement, d'écoute. En tout cas, c'est pleinement mon état d'esprit. Et la plus grosse erreur? Toujours difficile pour un responsable politique. Oui. Mais c'est bien de dire ses erreurs pour un responsable politique. Plus grosse erreur, c'est peut-être de ne pas avoir intégré encore plus rapidement, mais notamment depuis 3 ans, la question de l'impôt. Je pense que la hausse cumulée des impôts depuis des années, et la droite y a pris une part très importante, mais ont créé un effet de ras-le-bol qui a étouffé l'économie française pour les entreprises et qui a mis très en colère les Français. C'est pourquoi nous sommes en train de corriger cette erreur, puisque vous m'obligez à avouer une erreur, mais c'est bien. Vous savez, moi je suis dans la vérité. Ce que je fais, moi je crois en ce que je fais. Je suis très déterminé et en même temps très serein, malgré les attaques. Mais gouverner le pays, c'est passionnant, c'est un immense honneur. Mais moi je veux servir les attaques le que pays. Vous êtes mis en avant, Manuel Valls. Personne ne vous plaindra. Je ne suis pas une victime. Je ne me plains pas, et vu la situation que connaissent beaucoup de Français, mon sort n'est pas à plaindre, mais je veux uniquement dire que, voilà, je suis déterminé à poursuivre ce travail dans l'écoute des Français, dans l'écoute bien sûr de la majorité, mais avec la volonté d'avoir des résultats en matière d'emploi, parce que c'est ça la priorité. Le travail est une belle valeur. Beaucoup de Français, au fond, nous disent cette valeur du travail, elle s'est perdue, elle s'est émiettée. Il y a ce débat que je n'aime pas sur l'assistanat. Non, il faut du travail, de la solidarité, de la dignité. Il faut s'adresser à la jeunesse. C'est pour ça que l'école, c'est la priorité des priorités. Donc, nous allons continuer. Beaucoup des textes et beaucoup des mesures que j'ai annoncées ces dernières semaines vont être pour la plupart adoptées et mises en œuvre avant l'été. Je voudrais que les Français retrouvent confiance dans l'avenir. Et en tout cas, c'est ma tâche et je suis ferme à ma tâche. Merci Emmanuel Valls, 8h59, vous êtes sur RMC BFM TV. Merci à vous.